Autre question? Je donne la parole à Valérie Sautou, également de Clermont-Ferrand, qui est pharmacienne. Patrick, tu veux nous la présenter? Elle va se présenter toute seule, mais elle est en effet pharmacienne à Clermont. Elle a beaucoup de Clermontois. Et elle a beaucoup travaillé sur la problématique, en effet, des dispositifs médicaux, pas que bloc opératoire. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, en effet, alors je vais partager peut-être tout d'abord mon écran pour voir si tout fonctionne bien. C'est bon pour vous? Vous pouvez lancer votre diaporama, madame. Voilà. Oui, je vais le lancer, voilà. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'accueillir et puis également merci beaucoup à Patrick Pesseau d'avoir organisé cette session autour du bilan carbone en salle d'opération. Donc, en effet, je suis pharmacien des hôpitaux et professeur des universités en pharmacie clinique et le domaine des dispositifs médicaux. Alors, plus sur le volet toxicité et particulièrement, et notamment relargage, est particulièrement étudié. Mais aujourd'hui, on va centrer la discussion sur le bilan carbone en salle d'opération et le rôle du pharmacien. Alors, peut-être déjà mettre un peu le périmètre de travail de ce pharmacien en établissement de santé. Quelles sont ses missions et quels sont les liens avec les acteurs des blocs opératoires? Et on verra à quel niveau, en fait, on peut agir pour améliorer ce bilan carbone. Donc, déjà, le pharmacien participe donc aux achats, à l'approvisionnement, à la gestion des stocks et au bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. En parallèle de cela, il est également responsable des unités de stérilisation, donc prend en charge l'instrumentation, donc les dispositifs médicaux réutilisables. Donc là, on voit déjà un peu par rapport à ce qui a été dit avant, le lien qu'on va pouvoir avoir finalement avec un seul interlocuteur, si on peut dire, parce que c'est souvent pas les mêmes pharmaciens qui sont responsables des deux unités, mais entre les dispositifs médicaux stériles à usage unique et la possibilité de d'utiliser du réutilisable, ça va être assez simple de pouvoir travailler sur ces deux volets avec les pharmaciens. Alors, juste quelques chiffres, mais vraiment très rapidement, pour en fait montrer le poids. Alors là, c'est une approche financière, le poids financier des médicaments et des dispositifs médicaux stériles du bloc opératoire par rapport à l'ensemble des dépenses d'un CHU. Alors, de façon macro, à l'échelle de la France, les achats hospitaliers, quels qu'ils soient, font plus de 25 milliards d'euros, pèsent plus de 25 milliards d'euros. Et le premier poste, c'est celui des médicaments. Le deuxième, c'est celui des dispositifs médicaux stériles. On voit après, si on fait un focus, alors là, je l'ai fait sur mon établissement, la CHU de Clermont-Ferrand, donc à peu près 2000 lits. On voit que les blocs opératoires, en termes de dépenses de dispositifs médicaux stériles, c'est à peu près un tiers quasiment des dépenses de l'hôpital. Pour les médicaments, c'est beaucoup plus faible, mais en fait, on voit ensuite, si on regarde un petit peu plus, un peu à droite du diaporama, si on regarde les postes en fait, de dépenses des dispositifs médicaux stériles, par exemple, on voit que le top 2 déjà, qui occupe un maximum des dépenses, ce sont énormément de dispositifs médicaux à usage unique, avec tout ce qui est abord chirurgical, petit matériel, les sutures, les pinces, les trocars, les drapages opératoires avec les champs, les trousses. Tout ceci pèse extrêmement lourd et en fait, attendez, j'essaie de fermer excusez-moi, j'interromps, mais j'ai mon écran qui est coupé. Voilà, excusez-moi. Donc, et en fait, vont avoir un impact important sur le bilan carbone et sur lesquels on va pouvoir agir en termes de bilan carbone et d'impact financier. Alors, sur les médicaments, la répartition est un peu plus homogène.
mais on a voilà, des postes qui pèsent essentiellement, ce sont l'école biologique, et puis on voit apparaître les anesthésiques qui sont qui pèsent en poids et qui sont, on imagine derrière, énormément en volume, puisque ce sont des produits qui sont assez faiblement onéreux. Alors, le rôle du pharmacien au niveau du bilan carbone, on va suivre finalement le même schéma que ce qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire réduire, réutiliser, recycler, et puis contribuer à repenser le soin sous un aspect d'éco-responsabilité, et puis contribuer à rechercher de nouvelles façons d'améliorer ce bilan carbone. Alors, si on prend le premier aspect, l'aspect réduire, comment le pharmacien va pouvoir aller à cet aspect-là. Alors déjà, dans sa vision des zones de stockage et puis des flux, donc de l'approvisionnement en dispositifs médicaux stériles et en médicaments, vous avez pu le remarquer dans les blocs opératoires, ou tout ce qui arrive dans les blocs opératoires, il y a énormément d'emballages. Donc, les emballages, et notamment des cartons multiples qui sont souvent, et on l'espère le plus possible, décartonnés, déconditionnés en amont du bloc avant de rentrer dans les zones autour du bloc, donc très souvent à la pharmacie. On va voir qu'après, c'est faire reculer le problème, puisque réduire les emballages avant d'entrer dans le bloc, c'est un fait, mais l'essentiel, c'est de les réduire dès l'origine. Et on verra qu'il est important de faire un travail en amont avec les industriels sur ces fameux emballages pour les diminuer un maximum. Et ça, on pourra le faire petit à petit en intégrant toutes ces démarches-là dans les politiques d'achat, en essayant de travailler un petit peu sur les conditionnements, donc les emballages primaires en contact direct avec le produit de santé, et les emballages également secondaires. Combien de fois on voit arriver venant d'une industrie un réapprovisionnement avec un énorme carton et puis une petite boîte de médicaments à l'intérieur. Donc tout ceci peut être travaillé en amont pour réduire ces emballages et donc impacter le bilan carbone. Donc au bloc aussi, au niveau des stockages, que ce soit les médicaments et les dispositifs médicaux stériles, on a vu tout à l'heure qu'il fallait essayer d'avoir une dotation la plus adaptée possible, éviter de charger trop les quantités qui ne seront pas forcément utilisées, et donc avoir un juste stockage adapté, une dotation qui corresponde réellement aux besoins. En plus, on a des services qui sont équipés alors de systèmes plein vide qui permettent vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, d'adapter la dotation aux stricts besoins. Et puis, vous le voyez ici dans le bloc à Gabriel Montpied, des opérateurs des préparateurs en pharmacie qui sont directement dans l'arsenal du bloc opératoire pour veiller au bon suivi de ce stockage. Et quand on a mis en place ce système de plein vide dans le bloc opératoire, on a retravaillé donc à avoir un arsenal commun avec les dispositifs médicaux qui sont utilisés par tous les opérateurs, et puis des arsenaux spécifiques par type de chirurgie. Et en retravaillant donc pour harmoniser un petit peu les pratiques entre les différents chirurgiens, on a diminué notre nombre de références d'à peu près 30% sur l'arsenal commun, ce qui a généré également donc une importante économie et donc un usage beaucoup plus limité de ces dispositifs médicaux. Également, on peut concevoir la même chose, et ça se fait de plus en plus sur les médicaments, avec des armoires sécurisées qui permettent une gestion de stock tout à fait adaptée. Deuxième aspect pour aider à réduire
cet impact des dispositifs médicaux sur le bilan carbone, c'est de travailler sur l'excédent de matériel non utilisé, donc l'overage dont il a été question à plusieurs reprises. Donc, ces dispositifs médicaux à usage unique, ces dispositifs médicaux réutilisables, notamment l'instrumentation, qui ne sont pas forcément utilisés dans le cadre d'une intervention chirurgicale et donc ils sont soit retraités, donc consommateurs d'énergie par rapport au cycle de stérilisation, ou jetés quand il s'agit de dispositifs médicaux à usage unique. Donc, développer les custom packs, c'est un moyen en fait de limiter ces emballages, notamment individuels, et de mettre le strict nécessaire dans des packs adaptés. Donc, on a déjà à disposition un certain nombre de packs de dispositifs médicaux à usage unique. Au lieu d'avoir plusieurs types de sachets d'emballage, on a un pack qui contient le nécessaire pour l'intervention. On a aussi des packs de dispositifs médicaux réutilisables, donc qui sont travaillés avec la stérilisation pour mettre le juste besoin dans ces packs, stérilisation et fournisseurs. Et là, ça demande bien sûr, comme le disait Marie tout à l'heure, une harmonisation des pratiques entre chirurgiens. Alors, il existe aussi des packs mixtes, en fait, dans un même pack de l'usage unique et du réutilisable. Mais ça, on est assez méfiant, finalement, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait générer une confusion et que parfois du réutilisable partait à la poubelle, étant pris pour de l'usage unique. Les choses qui se développent et qui sont particulièrement intéressantes, ce sont les packs opératoires programmés. Alors, l'expérience de Chambéry montre en fait qu'on peut préparer dans des chariots le juste nécessaire pour une intervention avec l'usage unique, avec le restérilisable, mais également avec les médicaments, les solutés, le non stérile également qui peut être utilisé. Enfin, il y a tout un système pour pouvoir programmer l'intervention. J'irai très rapidement sur le rôle du pharmacien dans les gaz halogénés, mais en tout cas, on peut accompagner cette évolution des pratiques vers le choix de gaz halogénés de plus faible impact climatique, comme il a été dit tout à l'heure, en essayant de faire en sorte de promouvoir plutôt le sévoflurane par rapport au desflurane, en collaboration avec les équipes d'anesthésie, et puis cette évolution vers une suppression du protoxyde d'azote quand il existe toujours. Donc, en discutant du rapport bénéfice-risque, et notamment en impliquant, je pense, les COMEDIMS, les commissions des gaz médicaux dans cette démarche qui peut aider à informer et à former les différents utilisateurs. Alors, la deuxième partie, c'est réutiliser, avoir recours autant que possible aux dispositifs médicaux réutilisables et limiter l'usage unique. On en a parlé tout à l'heure, ce sont des choses à évaluer au cas par cas en concertation pluridisciplinaire et peser l'impact de l'usage unique en évaluant le volume des déchets, les transports et l'impact sur la stérilisation avec des études de coûts. Il y a pas mal d'outils qui sont à disposition d'aide à la décision qui proposent des modèles permettant d'alimenter les différents indicateurs et de faire le calcul pour chaque type de prise en charge. Donc, il y a quelques exemples qui ont été cités tout à l'heure. Les CHU de Nantes et de Tours sont passés aux lames de scie chirurgicales restérilisables et ont montré que cela diminuait donc énormément les emballages, donc les déchets, donc une contribution à diminuer à 63% les émissions de CO2 et 59% de la pollution d'eau. Et en plus, il y a une économie générée qui est conséquente. D'autres exemples sont réalisés sur finalement des produits assez simples et le switch se fait petit à petit, pas à pas, et ça permet d'amener le réutilisable avec les plateaux d'anesthésie, les porte-aiguilles, les cupules. Enfin, voilà, ce sont des choses qui sont faites pas à pas et qui nécessitent une évaluation
systématique et très souvent en faveur d'un impact économique favorable. Alors, je vais dire juste un mot du reprocessing, ou ce qu'on appelle remanufacturing ou retraitement des dispositifs médicaux à usage unique afin qu'ils puissent être réutilisés. Donc ça, c'est une grande question en ce moment. Donc la législation européenne qui régit les dispositifs médicaux de 2017 qui est applicable, mise en application avec le dernier délai de mai 2021, ça a été retardé d'un an en raison de la crise sanitaire. Elle autorise le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique dans la mesure où la législation nationale l'autorise. À l'heure actuelle, en France, ça n'est pas autorisé. Il y a encore un blocage. On bénéficie pour le moment d'expériences des États-Unis, d'Australie, d'Allemagne qui sont très concluantes, avec une diminution importante des coûts de production et d'élimination des déchets. Ils ont beaucoup travaillé sur donc les enjeux écologiques qui sont avérés. Les enjeux économiques vont de soi. Ça va aussi contribuer à améliorer l'approvisionnement. On le voit en cette période de crise, c'est vraiment un questionnement qui est majeur parce qu'on va en avoir besoin. Et puis, par contre, voilà, il faut s'assurer du contrôle qualité de ce qui est retraité et des risques que ça peut engendrer. Alors, les risques infections ont été beaucoup mis en avant un certain temps qu'on voulait aller vers le tout usage unique. Là, la question, c'est plus le retraitement, en fait, à se dire. Dans les établissements, on a beaucoup pour retraiter des autoclaves avec des cycles prions, notamment, parce que c'est là où le problème est essentiellement posé, qui sont à 134 degrés 18 minutes. Donc, certains matériaux ne peuvent pas subir ces cycles-là. Donc, il faut réfléchir avec d'autres modes de stérilisation, mais le gaz plasma, par exemple, peut être une excellente solution si on veut aller jusque-là. Et voilà, donc ce sont des choses qui sont à développer, à réfléchir, qui sont possibles, qui sont à accompagner et au cas par cas, en fonction des dispositifs médicaux qui peuvent faire l'objet d'un switch. En tout cas, il faudra contrôler le produit restérilisé. Mais c'est un débat particulièrement intéressant en ce moment. Et le dernier volet, donc recycler. Donc le pharmacien va avoir sa place pour accompagner, alors pas le cycle de recyclage, bien qu'il peut apporter également sa contribution pour informer sur les circuits déchets, etc., puisqu'il en a, je l'espère en tout cas, connaissance. Mais en tout cas, là où je pense qu'il a un levier fort, c'est au niveau des marchés, des achats, du cahier des charges, pour vraiment mettre des critères de choix pour avoir un fort impact sur les emballages, le conditionnement des produits, voire les matériaux des dispositifs médicaux, quand on a possibilité de switcher sur des matières plastiques, par exemple, qui sont recyclables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. Et puis, bien sûr, sur les cycles de dispositifs médicaux pour lesquels on retrouve des métaux, dans lesquels on retrouve des métaux recyclables. Voilà, en conclusion, je voudrais vous dire qu'un certain nombre de pharmaciens, en tout cas, sont particulièrement actifs pour travailler en collaboration avec tous les acteurs du soin de façon large et même au-delà, pour repenser le soin sur le mode de l'éco-conception. Donc, le pharmacien, il peut accompagner une politique d'achat éco-responsable des produits de santé, mettre en place une logistique respectueuse de l'environnement pour l'approvisionnement des médicaments, des dispositifs médicaux stériles et accompagner l'usage écologique de ces produits de santé en évitant le gaspillage et limiter l'usage unique. Et comme vous le disiez tout à l'heure en commentaire, après l'intervention de Mehdi, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser, informer, former. C'est vraiment quelque chose qui va être récurrent dans les années, dans le proche avenir. Je vous remercie de votre attention. Juste un petit clin d'œil, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais
il y avait un petit volcan auvergnat. Je vous le redis quand même, hein, juste pour le plaisir de vous faire partager les volcans auvergnats et là, le bilan carbone, il est plutôt beau. Merci beaucoup. Le micro, pardon. Je vous entends très mal. Le micro est en panne. Merci beaucoup Valérie. Vous avez vraiment bien insisté et vous l'avez redit à la fin, sur l'évolution permanente de la vie collective hospitalière, quel que soit son mode d'application, son sujet d'application, en l'occurrence les économies d'énergie et les économies de gaspillage. Est-ce qu'il y a des... Merci beaucoup pour votre communication. Vous avez évoqué les dispositifs médicaux réutilisables, en particulier avec des expériences assez concluantes en Australie, en Allemagne et aux États-Unis, je crois. De quels dispositifs médicaux s'agit-il? Alors, je n'ai pas tous les en tête les exemples. Malheureusement, je vais... On pense évidemment aux agrafeuses, puisque vous avez vu que Oui. vous avez montré que c'est une énorme voilà, il y a des choses, voilà, ils sont partis au départ sur des matériaux, des matériaux assez, comment dire, qui peuvent en fait bénéficier de cycles de stérilisation. Donc c'est plutôt le travail au départ sur le matériau qui était important. Il y a eu différents types de dispositifs médicaux qui ont été retravaillés, et en l'occurrence certains pour lesquels d'ailleurs ce sont les mêmes matériaux hein, qui sont parfois utilisés pour faire de l'usage unique et du réutilisable. Après là, je ne saurais pas vous dire dans les différents pays quels sont les dispositifs de façon exhaustive ce qu'ils ont retravaillé. C'est vrai que en tant que pharmacien, on s'intéresse particulièrement en lien avec les fournisseurs au type de matériaux. Alors après, ce qui est compliqué dans la démarche, c'est de travailler sur le dispositif dans sa globalité quand il est un petit peu complexe, parce que quand les matériaux sont simples, les dispositifs médicaux sont conçus avec un type de matériaux et assez un seul type de matériau dont on connaît son aptitude à être stérilisé, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, quand on est sur j'allais dire des mélanges complexes avec différents types de matériaux et des associations, là, ça peut devenir extrêmement difficile au moment de la restérilisation, parce qu'on peut avoir ça peut affecter les joints, ça peut affecter l'assemblage du dispositif, et il faut retravailler sur des cycles. Donc, il y a pas mal d'expériences qui sont faites là-dessus pour remettre en termes réévaluer l'aptitude du dispositif médical à résister dans sa globalité au cycle. Quelqu'un dans l'auditoire nous parle des pinces à suture des laboratoires. Oui. Il y a des choses, mais ça reste des matériaux assez simples en fait là. Assez simples, oui. Si je peux juste intervenir, en effet, aux États-Unis, ils procèdent beaucoup parce que initialement, c'est parce que ça leur rapporte de l'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment industrialisé. Il y a des sociétés dont c'est le travail, et en particulier les laboratoires Stryker sont assez avant-gardistes là-dessus. En France, on a un problème de réglementation et surtout de prise de responsabilité. Mais l'ANSM, justement, à l'occasion de la crise Covid, a autorisé le reprocessing pour les lames de laryngoscope à usage unique. Oui. Donc peut-être oui, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. En effet, ça a été fait, mais à titre exceptionnel pour cette situation-là. Voilà. Alors moi, je parlais des lames de laryngoscope qui sont justement réutilisables et faites pour ça, mais dans un cadre exceptionnel, la NSM a autorisé le reprocessing des lames de laryngoscope à usage unique. C'est exceptionnel, c'est la première fois. Oui, c'est exceptionnel, et je l'évoquais tout à l'heure dans l'échange, mais c'est vrai que cette situation Covid va amener à faire ce genre de processus, adopter ce genre de processus qui pourra être élargi. Moi, je suis persuadée qu'on peut passer beaucoup de choses
qu'il y a beaucoup de choses à usage, beaucoup de produits d'EDM à usage unique qui peuvent faire l'objet d'une restérilisation. Après, l'Europe l'autorise. aussi le mode de stérilisation. Ce qu'il y a, c'est que depuis, il y a une directive de l'Europe parue en 2017 qui autorise de le pratiquer en Europe. Donc, il y a certains pays qui le font, mais pas encore en France. Et au Japon, juste pour finir, au Japon, il sera à 90% de reprocessing. Mais c'est la réglementation sur les dispositifs médicaux stériles qui sera en application effective là en mai 2021 qui l'autorise. Mais si la réglementation du pays en question ne veut pas, pour le moment, ça bloque. Espérer qu'en France, en fait, ça va évoluer. Alors, c'est vrai qu'il y a le club des acheteurs de produits de santé et les fédérations hospitalières qui font extrêmement, qui poussent pour que ça évolue. Depuis 2018, il y a une forte pression à ce niveau-là auprès du ministère, mais pour le moment, c'est encore pas effectif, cas par cas. Dernière question, Maxime Ross. Oui, alors très rapidement, puisqu'on va manquer de temps pour la suite. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Un commentaire, vous avez quand même une place qui est vraiment centrale justement dans tout ce qui va être l'achat et l'approvisionnement en médicaments et en dispositifs médicaux. Donc je pense que c'est peut-être vous finalement, concernant le bloc opératoire, qui avez le plus grand levier, puisque autant anesthésistes et chirurgiens vont être très souvent plus prescripteurs, mais à la fin, in fine, c'est vous qui avez le dernier mot. En fonction de votre politique d'achat, vous pouvez orienter ces choix stratégiques-là. Une question, vous avez commencé à débattre là-dessus sur le fait d'avoir la possibilité de reconditionner de l'usage unique. Quels sont les retours des constructeurs, des fabricants de dispositifs médicaux vis-à-vis de ça, puisque s'ils ont fait ces dispositifs, c'est pour qu'ils ne soient pas réutilisables, notamment d'un point de vue du coût, du prix. Est-ce que dans notre pays, comment ça se passe? Est-ce que finalement le prix a été augmenté secondairement pour pouvoir se réaligner par rapport à ceux qui étaient réutilisables? Merci. En fait, pour le moment, c'est un gros frein, le positionnement industriel de l'usage unique vis-à-vis de cette évolution justement du reprocessing. C'est clair que pour le moment, l'usage unique a un tel poids financier que c'est un frein à l'heure actuelle dans l'évolution des pratiques. Mais je pense que justement, en travaillant énormément dans les établissements, en montrant que, en transposant les expériences étrangères et en montrant via les lames de laryngoscope, là, ça peut être des alternatives intéressantes, on va avoir des leviers. Et quant à la politique d'achat, ça c'est clair qu'il faut qu'on arrive à intégrer des critères qui puissent faire peser le développement durable dans les cahiers des charges. C'est extrêmement difficile. Les leviers économiques, enfin les critères économiques, les critères techniques, certes, pour le dispositif médical stérile, mais les critères économiques, surtout, ont un poids tellement important qu'on arrive à faire peser la cotation de façon très, très minime sur les critères environnementaux, et c'est dommage. Philippe Topard, tu veux poser une question très rapide? Alors, juste un petit commentaire pour rebondir sur la question de Maxime Ross, c'est que en ce qui concerne le matériel à usage unique, quand on va au Moyen-Orient, en Turquie, au Liban et d'autres, il n'y a aucun problème technique pour la réutilisation de ce matériel dans l'immense majorité des cas. En Europe, il y a une réglementation qui remonte à 1994 et qui l'empêche légalement. Mais je veux dire, techniquement, ce n'est pas un problème. Merci beaucoup Valérie. Nous sommes obligés d'avancer car l'heure tourne. Votre présentation était très intéressante.